Bonjour et bienvenue au podcast Cross Knowledge où nous explorons les dernières tendances, opportunités et défis liés à l'apprentissage en entreprise. Découvrons ensemble l'invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast The Human Advantage, regard de leader. Je m'appelle Magali Finet-Perdu et je serai avec vous dans cet épisode. The Human Advantage est une série de podcasts qui explore le rôle crucial des humains dans le succès des organisations. L'idée est d'avoir des conversations spontanées avec des leaders et des experts qui ont démontré un fort engagement dans la promotion d'un environnement de travail plus humain. Notre invité du jour a consacré plus d'une décennie à redéfinir les normes RH au sein de la région Île-de-France. Il a piloté des projets audacieux de la transformation des espaces de travail à la création d'un incubateur de start-up. Son histoire est celle d'une transformation culturelle et professionnelle où chaque choix est guidé par une vision avant-gardiste. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Guillaume Aubin, directeur de l'expérience travail au sein de la région Île-de-France, avec qui j'ai le plaisir de parler de la transformation de l'expérience travail. Bienvenue Guillaume sur notre podcast. Bonjour Magali, merci et merci pour l'invitation et puis merci pour ce beau portrait. Bienvenue à nouveau. Alors première question, en tant que directeur de l'expérience travail chez Région Île-de-France, pouvez-vous nous donner un aperçu du champ d'action de votre travail ? Bien sûr. Alors, la direction de l'expérience travail, donc à la région Île-de-France, elle est rattachée au pôle ressources humaines. C'est une des directions du pôle ressources humaines. Et effectivement, c'est un bel objet. C'est quelque chose qu'on a travaillé, ce qui est assez original d'ailleurs, mais vraiment en fonction de ce qu'on voulait retranscrire comme action. Et donc, en fait, ça va rassembler des services qui, sur le papier, vont pas forcément ensemble, mais qui, dans cette logique d'expérience travail à la région, fait du sens. Et en fait, on est parti tout simplement du parcours d'un usager. Alors évidemment, principalement un salarié de la région Île-de-France, mais ça peut être aussi un externe qui vient nous voir au siège. Et donc, on a commencé par le service accueil, le premier sourire, le premier bonjour qu'on a en arrivant dans le bâtiment, parce qu'on se dit que c'est ce qui va donner la tonalité de l'expérience qu'on va vivre au sein de ce qu'est le Conseil régional d'Île-de-France. Ensuite, on a pris le service de la communication interne, donc toute l'information que vous allez recevoir une fois que vous êtes rentré dans le bâtiment, avec un volet événementiel interne qui est très très large, qui est très très fourni à la région. Donc c'est vraiment toute la vie finalement qu'on va créer sur site et toutes les infos qu'on va passer à nos agents ou à nos visiteurs. Et puis ensuite, on a pris deux services qui sont pour nous les services les plus importants pour ce qui va constituer les modes de travail à la région. On a le travail d'aujourd'hui, qui est le service prévention santé au travail, et on a le travail de demain, qui est notre service transformation. Parce que finalement, on se dit qu'il faut marcher sur nos deux jambes, que c'est bien de parler du monde du travail dans 10 ans, dans 15 ans, peu importe, mais que si on n'est pas bien sur son poste aujourd'hui, en fait, ça n'a aucun sens de parler de ce qu'on fera demain. Donc, on a vraiment ces deux parties-là qui cohabitent au sein de la direction et qui sont une vraie richesse pour parler du travail à la région Île-de-France. D'accord, ok. Donc, vraiment une richesse qui vient enrichir les collaborateurs dans cette expérience travail. Très bien. Et vous avez mentionné aussi le déménagement du siège de la région Île-de-France la fois dernière, donc un projet géré par le département des ressources humaines plutôt que celui de l'immobilier. Pouvez-vous nous expliquer justement les raisons derrière cette approche ? Alors bien sûr, effectivement, le déménagement, c'est vraiment notre big bang de transformation à la région, notre point zéro, notre élément déclencheur. Et c'est vrai que on a eu cette particularité d'avoir comme sponsor principal finalement la direction des ressources humaines. Pourquoi ? Parce qu'on a fait de ce déménagement qui était imposé quelque part, dans la mesure où il était dans le programme politique, le programme électoral de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Donc le déménagement, on devait faire avec. Et finalement, on s'en est servi comme un levier de transformation. Et ça a vraiment été notre vecteur d'action. Et donc, c'est pour ça que les ressources humaines sont rentrées dans la danse. Alors attention, j'ai envie de me mettre aucune direction de l'immobilier à dos, parce qu'on a beaucoup de respect pour les directions de l'immobilier. Et bien sûr, elles sont essentielles. L'idée n'est absolument pas de dire qu'on a fait sans eux, bien au contraire. On a fait totalement avec eux, avec la direction des systèmes d'information aussi, parce que la transformation numérique, forcément, c'est un chantier immense dans ce genre de projet.
Mais on avait cet aspect RH parce qu'en fait, on a calqué plein d'autres choses sur ce déménagement et on a embarqué des sujets, la mise en place du télétravail, la réflexion autour du rôle des managers, euh, tout simplement le comment est-ce qu'on se sert de l'immobilier pour changer nos postures de travail et nos modes de travail. Alors chez nous, ça a pu être le passage en open space, puis ensuite le passage en flex office, et puis des locaux beaucoup plus modernes. Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des salles de réunion un peu partout? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir de la visio? Enfin voilà, on a en fait fait tout un tas de sujets qui partaient effectivement des locaux. Et on y a mis notre transformation, ce qui a été un accélérateur incroyable. Et les ressources humaines, en fait, quelque part, on s'est servi de ce véhicule du déménagement pour le piloter et pour accélérer nos projets. On a gagné un nombre d'années considérable grâce à ça. Et à chaque fois, chaque brique finalement de ce projet-là, elle a un écho aux ressources humaines. Quand on a mis certains espaces en place, derrière nous, on avait la vision de se dire on le fait parce que dans nos relations de travail, on sait que ça peut servir. Et chaque décision a été pensée avec cet aspect ressources humaines et bien évidemment la collaboration avec la direction de l'immobilier qui, encore une fois, est essentielle. D'accord. Donc c'est vraiment intéressant cet aspect de levier que vous soulignez sur plein de finalement de facteurs sur lesquels vous avez rebondi vous-même. Vous avez évoqué la création d'un incubateur au sein de la région Île-de-France quand on a discuté la fois dernière. Pouvez-vous partager l'histoire de cette initiative? Alors effectivement, cet incubateur, alors pas la brique finale, parce que je pense que notre projet est loin d'être fini, mais peut-être la brique la plus emblématique de ce projet. Et c'est un petit peu le point d'arrivée où on se dit comment finalement on est passé en 5 ans à peu près d'une organisation tout ce qu'il y a de plus classique, avec des bureaux fermés, avec des relations managériales qu'on retrouve dans la plupart des organisations, avec du management de contrôle, avec une activité en présentiel, etc. Comme on est passé de ça à une culture de l'innovation qu'on arrive à tellement pousser en interne, qu'on estime aujourd'hui qu'on est en mesure d'accueillir des startups dans nos locaux et de les faire grandir chez nous. Donc on a vraiment ce chemin en fait qui a été parcouru, et donc cet incubateur, c'est un peu le symbole de se dire on est arrivé là. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à cette idée-là? On est parti de 2 grands constats. Le premier constat, qui est un constat métier, nous, à la région Île-de-France, on est une administration qui gère beaucoup de dossiers, de versements de subventions, de dossiers d'aide, etc. Et donc, parfois, on est un peu éloigné du terrain. Et on a beaucoup de remontées, nous, de nos équipes, qui parfois sont un peu frustrées par cet éloignement-là et qui, effectivement, aimeraient bien plus de contact direct avec les bénéficiaires. Ça a aussi pour effet qu'on ne se rend pas forcément compte tout le temps de l'importance qu'on a, parce que forcément, on n'a pas toujours les retours notamment des entrepreneurs qu'on va aider, qui vont nous dire, votre subvention, elle m'a permis de développer plein de choses et tout. On n'a pas forcément ce retour-là. Donc, on n'a pas forcément conscience de l'importance de ce qu'on fait. Ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, qui était là aussi un constat métier, c'était qu'aujourd'hui, on avait beaucoup d'aides qui n'étaient pas toujours bien utilisées par notamment l'économie start-up. Mais que par contre, les remontées qu'ils nous faisaient, c'était qu'eux étaient très intéressés par l'aide qu'on pouvait leur fournir, intellectuelle ou relationnelle. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait les aider à développer leur métier par des expertises qu'on avait, comment est-ce qu'on apprend à, bien utiliser certaines aides, les questions comme on trouve de l'immobilier en Île-de-France, comment est-ce qu'on mobilise des réseaux, des chambres de commerce, des réseaux politiques, des réseaux d'experts, etc. Et ça les intéressait beaucoup plus que nos subventions finalement. Donc on avait tout ça. Et puis nous, l'autre constat qu'on avait, c'était qu'avec le passage en flex, on pouvait avoir de la place dans notre bâtiment. Et surtout qu'on était dans cette démarche de se dire le fameux pourquoi on vient sur site. Et donc là encore, comme on le disait tout à l'heure, c'est la direction des ressources humaines qui s'est mise sur ce dossier incubateur, alors qu'à la base, c'est un pur sujet de développement économique. Et bien sûr, on a énormément travaillé avec eux. Mais on a un projet RH là-dessus parce qu'en fait, c'est aussi réenchanter la vie sur site. Comment est-ce qu'on créer quelque chose de différent avec cet incubateur? Comment est-ce qu'on amène une autre forme de connaissance, une autre façon de mener des projets, des experts aussi dans leur domaine qui vont pouvoir nous partager des choses. Et ça, c'est des choses que vous ne vivez pas en télétravail. En télétravail, vous n'allez pas rencontrer de manière inopinée un entrepreneur qui a une expertise folle, qui a une passion pour un sujet, qui consacre sa vie là-dessus et qui essaye de développer son projet. En venant sur site, vous pouvez. Et donc, on a créé cet objet-là aussi comme un objet d'inattendu, de rencontre, d'échange, toujours dans cette idée de se dire que quand on vient sur site, on va vivre autre chose. Et donc cet incubateur, il représente ça. Et puis enfin,
nous, dans notre projet, soit avec le déménagement, avec l'incubateur, on a toujours cette idée de valorisation de la fonction publique. Aujourd'hui, nous, on revendique d'avoir une action publique à destination des Franciliens qui est moderne, qui est ouverte, qui est innovante, qui se fait effectivement dans des conditions de travail très agréables, mais qui permettent surtout de mieux collaborer ensemble pour livrer des meilleurs projets. Et donc, cette innovation-là, on l'a fait aussi avec cet incubateur-là. On fait des passerelles quelque part entre le secteur privé, le secteur public, et on amène finalement une expertise que tout le monde ne soupçonne pas, mais qui existe, qui est bien présente. Et aujourd'hui, on en fait bénéficier une soixantaine de startups sur 3 domaines, le handicap, la transition écologique, le sport. Donc, des domaines qui amènent également beaucoup de sens pour nos collaborateurs, hein. On est sur des startups à impact. On a un vrai ADN de service public aussi sur ça. Et donc, on a créé effectivement cette mission publique d'incubation et d'innovation au sein de nos locaux. D'accord. Oui, c'est vraiment passionnant ce que vous expliquez au sujet du rôle de passerelle, secteur public, secteur privé, et comment vous valorisez l'expertise interne au service du public, au service de ces startups. Donc, valoriser aussi l'expertise de vos collaborateurs. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, l'incubateur a vraiment un impact sur l'expérience des employés, en mode aussi déconstruction des silos. Totalement. Alors, c'est vrai que sur les silos, voilà, c'est le sujet classique, je dirais. Mais c'est vrai que nous, c'est un sujet qui nous a beaucoup animés parce qu'à la région, que ce soit avec l'incubateur ou avec le déménagement, on s'est attaqué à ces silos physiques et symboliques aussi. Nous, on est parti d'une organisation où on était en bureau fermé, répartis sur 11 sites dans Paris, 11 sites différents. Et on est effectivement maintenant bureau ouvert, intégral. Il y a que des open space à la région, il n'y a plus de bureau fermé, donc pour tous les niveaux hiérarchiques, et sur un site unique. Et c'est vrai qu'on a brisé des silos physiques, déjà, tout simplement, des murs réellement, et puis en rapprochant les sites, on brise aussi plein de silos comme ça, et des silos symboliques, et l'incubateur, il fait partie de ça. Aujourd'hui, l'incubateur, c'est un objet, c'est un lieu physique où les équipes d'un peu partout dans la région se retrouvent. Et finalement, une start-up aujourd'hui qui est sur le sujet du handicap, elle va venir à la région et elle va bénéficier de l'expertise à la fois de la mission handicap, du pôle ressources humaines, parce que nous aussi, on a des sujets handicap en emploi, hein, du pôle développement économique, parce qu'on va parler d'aide aux entreprises, etc., du pôle qui va gérer les fonds européens, parce que pourquoi pas, il peut y avoir des ouvertures sur ça. J'en oublie certainement, mais tous ces gens-là vont se retrouver ensemble dans un lieu physique et donc, quelque part, ils vont collaborer. Et une fois qu'ils ont collaboré dans l'incubateur, en fait, ils vont continuer. Parce que les gens, ils vont se connaître. Et on sait qu'un des freins à la collaboration, c'est aussi que parfois, humainement, on ne se connaît pas. Et donc, nous, on a vraiment cette idée d'avoir des lieux dans ce bâtiment, dans ce siège régional, l'incubateur, mais ça peut être ailleurs, où les gens se rencontrent, où ils échangent, où ils se connaissent. Et donc, quelque part, ensuite, ils vont mieux travailler ensemble. Donc, en fait, on casse les silos et on casse aussi les idées préconçues sur l'action publique. On essaye en tout cas. Bon, voilà, non, mais je pense qu'il faut toujours garder une forme de modestie aussi sur ça. On a encore des silos et on en aura sûrement, et c'est rassurant aussi les silos, hein, faut se le dire. Mais effectivement, on s'y attaque et on essaye au moins de les contourner, de les attaquer, de déconstruire des idées et de tout mettre, de tout faire pour que justement ce sujet soit traité. Ça peut être par la formation, ça peut être par ce qu'on peut amener en termes de conférences, de connaissances dans le bâtiment, et effectivement par des actions concrètes aussi. L'open space, le flex, la façon dont on a construit aussi ce flex, l'incubateur. Et donc oui, on s'y attaque, on essaye. Puis en tout cas, culturellement, on essaye d'évoluer là-dessus. C'est très long, mais c'est un chantier qui est passionnant et qui est enrichissant pour tout le monde. D'accord. Et pour finir, justement, vous parliez de la formation. Je reprends la balle au bon. Quel rôle le learning joue-t-il dans la transformation de l'expérience travail ? C'est un rôle qui est essentiel. On estime vraiment que c'est par là aussi que ça se fait. Après, il y a plein de formes de learning différents et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit tout un tas de mutations sur ça. Donc chez nous, effectivement, ça a beaucoup été par notamment un objet qui s'appelle le Campus des cadres, qui est un peu notre université des managers finalement, qui a été créé pendant cette période de déménagement parce qu'on avait des managers qui étaient un peu déboussolés, alors que ce soit avec le passage en open space ou la mise en place du télétravail, puisque c'est des chantiers qui étaient menés en parallèle.
Et donc, on a effectivement créé cet objet pour avoir à la fois des formations managériales pointues, poussées, mais aussi une communauté d'échange, voilà, de l'enrichissement interpersonnel. Et donc, on a fait beaucoup de sujets sur ça. Donc, on a de la formation, effectivement, qui peut être très classique. On a aussi beaucoup, et moi je crois beaucoup à ça, beaucoup d'échanges, c'est-à-dire des conférenciers qui viennent, par exemple, parler de plein de sujets qui sont très proches de nous et parfois qui sont un peu plus loin. Comment finalement on ouvre un peu les portes et les fenêtres d'une organisation, parce qu'on a toujours tendance à se refermer un peu sur soi, mais comment au contraire on ouvre un peu tout et on fait venir l'extérieur, on essaye de découvrir des choses auxquelles des fois on va peut-être pas adhérer, qu'on va essayer de déconstruire ensuite, qu'on va essayer d'adapter à notre ADN finalement, mais en attendant on a quand même reçu un message là-dessus. Et comment effectivement on a aussi d'autres acteurs qui viennent, et par exemple nous on a beaucoup de learning qui se fait en interne avec cet objet qui est l'incubateur, parce que finalement, on a des gens qui sont ici, qui sont des meneurs de projet, hein, et nous aussi, on a beaucoup de chefs de projet ou de gens voilà, qui travaillent en mode projet à la région. Sauf qu'on n'a pas forcément les mêmes façons de le faire. Et c'est intéressant de s'enrichir aussi par ces échanges-là, et parce qu'on a découvert à un moment des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément au sein de nos locaux, encore une fois, via la formation, via des conférences, via des échanges un peu imprévu, mais qui arrive. Et au final, on estime qu'aujourd'hui, quand on travaille à la région Île-de-France, on peut vivre tout ça et on peut finalement rentrer chez soi et se dire, mais dans ma semaine, j'ai vraiment vécu des choses qui m'ont enrichi et appris des choses qui sont peut-être un peu éloignées de mon champ de compétences aujourd'hui, mais qui peut-être me serviront demain. Et on fait aussi cette transformation là-dessus. Aujourd'hui, on est beaucoup dans une transformation culturelle aussi chez nous. Et finalement, la transformation culturelle, il n'y a pas mieux pour la faire que de déconstruire des idées qu'on a, d'en apprendre des nouvelles, d'être dans cette recherche un peu perpétuelle de formation et d'enrichissement des connaissances. D'accord. Et justement, au sujet du learning, j'aimerais vous poser une question complémentaire. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans Beaucoup de choses. l'idéal? Beaucoup de choses. Alors moi, je vais vous dire, si j'avais une baguette magique, moi, il y a une chose que j'aimerais vraiment faire, c'est la possibilité de trouver du temps. Je trouve aujourd'hui, on est perpétuellement en recherche de temps. On a des agendas qui bougent très vite, qui sont souvent très instables. Et c'est vrai que l'idée de se dire, je consacre une partie de ma semaine à apprendre sous plein de manières que ce soit. On a souvent l'idée de se dire, on fait des formations, mais moi, je reste persuadé qu'il n'y a pas que ça. On peut aussi apprendre avec un événement d'équipe où on va aller faire un pas de côté, aller voir un peu autre chose, rencontrer du monde, assister à une conférence, encore une fois, tout ce genre de choses. Mais ça suppose du temps. Et c'est vrai que je regarde aussi des organisations qui arrivent à se dire, il y a une partie de ma semaine, quelques heures, une demi-journée par exemple, où on sait que c'est banalisé, qu'il n'y a que ça. Et on est dans cette idée d'apprendre. Je trouve ça super intéressant. Très dur à mettre en œuvre aussi, parce que bien sûr, on a tous des contraintes métiers, et je le Bien comprends sûr. aussi. Enfin voilà, si la solution était aussi simple que ça, tout le monde le ferait, hein. Mais c'est vrai que je trouve que cette recherche du temps, moi, si vraiment ma baguette magique, je la prends pour ça. Donc si vous l'avez, Magali, moi, cette baguette, je suis très intéressé. Vous pouvez la livrer. On est à Saint-Ouen, au siège de la région. Vous n'hésitez pas. Je la prends. Et puis comme ça, on va un peu nettoyer nos agendas. Et je pense, cela dit, qu'on y arrivera un jour. Je pense aussi que c'est dans le sens des modes de travail aujourd'hui. On a libéré des choses avec le télétravail notamment, qui est clairement pas la solution à tout, mais qui peut être utile. Et je pense qu'on a des vrais progrès à faire sur ça. D'accord. Bon, écoutez, ça tombe bien parce que ma fille est fan de Harry Potter, Bah, donc j'ai tout un stock de baguettes magiques et livré. je vous en amène une prochainement, il n'y a pas de problème. Oui, Simone Veil, à Saint-Ouen. N'hésitez pas. Voilà, très bien. C'est parfait. Écoutez, un grand merci. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit juste à l'instant à propos de voilà, comment ouvrir les portes et les fenêtres pour vous faites venir des conférenciers. Je trouve que ça rebondit sur une notion qu'on a nous chez Cross Knowledge en interne, c'est la culture de curiosité. Comment la développer? C'est un formidable levier pour développer les collaborateurs et c'est vraiment très important d'avoir cette curiosité pour se tourner et développer ses propres compétences. Donc, un grand merci Guillaume pour cet échange et merci pour votre participation. Et merci à vous, c'est un vrai plaisir et puis à bientôt. Un grand merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Nous espérons vous retrouver pour le prochain épisode du podcast Cross Knowledge. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues. À bientôt!